Bonjour à tous, merci beaucoup à tous ceux qui viennent de se connecter. On attend encore quelques instants et on démarre très rapidement. Bonjour. Mhm. Oui, parce qu'il y a encore Ouais. trois personnes à montrer. Donc, bonjour à tous, on va démarrer le webinaire pour qu'on puisse respecter le timing initial. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation des résultats de la campagne de questions écrites 2023 du Forum pour l'investissement responsable posé aux entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, je vais vous présenter très brièvement l'ordre du jour. Prochaine slide. Il y aura rapidement un mot d'introduction de la présidente du FIR, Nathalie Layani, puis Caroline Lemeau, qui est la présidente de la commission dialogue et engagement du FIR, mais aussi responsable de la recherche ESG, du vote et de l'engagement chez Amundi, vous parlera du contexte de l'étude, de la méthodologie et plus globalement des résultats. Et par la suite, je commenterai la rétrospective synthétique des résultats de la campagne depuis 2020, puisque c'est la 4e saison qu'elle est menée par le FIR, donc en tant que copilote de la campagne cette année. Et par la suite, on rentrera dans l'explication de résultats de 6 questions avec Martial Cosette, qui est présent aussi aujourd'hui et qui est aussi copilote avec moi cette année de la campagne de questions ESG. Et ça fait depuis le début que Martial est présent sur ces campagnes. Et avec nous, on a le plaisir aussi d'avoir quelques analystes de la campagne. Donc, Sébastien Abkik, qui est analyste gouvernance au PRI, Benoît Stertag, qui est membre du CIES au nom de la CFDT, et Grégory Schneider-Monory, qui est professeur. Et ils ont tous les trois travaillé sur certaines questions dont on parlera à ce moment-là, à ce moment du webinaire. Et par la suite, on a le plaisir aussi d'accueillir Émilie Thierry, qui est la directrice juridique droit adjointe droit des sociétés et droit boursier chez L'Oréal. Et il y aura un petit entretien entre le FIR et Émilie par rapport à cette campagne cette année. Et enfin, il y aura bien évidemment la session de Q&A, donc de questions que vous pouvez poser au fur et à mesure dans le chat à l'écrit pendant la session du webinaire, et on y répondra donc à la fin. Ou alors, on vous permettra de prendre la parole sur le principe du lever de main. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Nathalie Layani, donc, qui est la présidente du FIR, qui va introduire ce webinaire. Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce premier événement du FIR en ce début d'année 2024 que je vous souhaite à tous heureuse et excellente à tout point de vue. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce début d'année après une année 2023 qui a vu pas mal de progrès en matière d'investissement responsable et en tout cas de sujets importants pour nous, investisseurs responsables, ouverts et mis dans le débat public. Je veux parler bien sûr du label ISR, du renforcement des exigences sur ce label qui permettent, après tout le travail qui a été fait par l'ensemble de la société civile qui s'est mobilisée autour de ce label, et notamment par le FIR bien sûr, bien d'abord de renforcer la confiance des épargnants dans ce label, de renforcer un certain nombre d'exigences. Il y a eu des débats autour des exclusions, et notamment des exclusions fossiles, mais ça n'est pas les seuls éléments qu'il faut retenir de ce débat autour du label. Et je pense qu'on peut se féliciter de l'action qui a été menée pour, encore une fois, restaurer la confiance dans cet étiquetage des produits financiers dits durables. Et puis, il y a eu ce débat autour de la généralisation des Say on Climate, sujet important du dialogue actionnarial, et de la demande qui avait été faite par le FIR et qui s'est traduit dans un amendement qui a été déposé par le député Alexandre Holroyd, de vote tous les 3 ans sur ces Say on Climate. Alors, sur ce point-là, on a pu sentir des progrès dans le débat, puisque l'Assemblée nationale a adopté cet amendement, mais il y a eu quelques réticences du côté des entreprises qu'il faut analyser, comprendre, peut-être dépasser.
En tout cas, ces questions de dialogue actionnarial et de vote sur les résolutions sur tous les sujets ESG, notamment sur les sujets climatiques, encore une fois, ont dépassé le champ des experts et c'est peut-être ce qu'on peut retenir de positif dans ce qui s'est passé cette année. Et pour nous, il est vraiment important de continuer à baser ce dialogue actionnarial sur des éléments précis, objectifs, d'où l'action du FIR pour chaque année envoyer des questions écrites aux entreprises et par ce biais les inciter à renforcer encore leur transparence sur l'ensemble des sujets ESG. Alors l'enjeu pour le FIR et pour l'ensemble des investisseurs responsables, ça n'est plus seulement justement la transparence des entreprises sur ces questions, c'est encore un sujet important et on va y revenir. Et c'est aussi de peut-être vérifier la cohérence entre la communication des entreprises et leur stratégie sur les sujets ESG et de voir si des objectifs clairs, chiffrés, smart ont bien été définis sur tous les sujets ESG, si ces objectifs sont mesurables et atteints. Bref, l'objectif, c'est bien d'objectiver ce dialogue actionnarial. Et si nous renforçons encore notre action sur ces questions écrites, c'est parce que les investisseurs responsables sont soumis de plus en plus à des exigences réglementaires et à des attentes, bien sûr, des épargnants de la société civile. Tout comme les entreprises, et je tiens à mettre l'accent là-dessus. Évidemment, les entreprises du CAC 40, les entreprises européennes auxquelles nous avons affaire sont pour la plupart désormais assujetties à CSRD, et si ce n'est pas en 2025 sur 2024, ce sera l'année d'après, donc elles renforcent leur transparence sur ces questions. Mais je dirais qu'on a surtout un sujet de pilotage et de cohérence entre la communication et la stratégie à bien analyser, et donc les questions écrites du FIR, et cette année, on a changé un tout petit peu la méthodologie, et Caroline va vous l'expliquer, vise toujours d'abord à regarder ce que font les entreprises du CAC 40 en matière de transparence sur le E, le S et le G, et on insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas que le climat à regarder. Mais pour éviter un biais qui consisterait à classer les entreprises uniquement au regard de leur transparence, en mettant de côté totalement le contenu de leur politique durable, eh bien, nous avons cherché avec nos partenaires, et notamment avec Etifinance, à contrebalancer cette analyse par une analyse aussi des controverses, du contenu des stratégies. Et je remercie donc Etifinance qui nous a aidés sur les controverses, mais aussi Sycomore et tous ceux qui ont travaillé sur l'ANEC, qui va vous expliquer exactement comment on l'a utilisé. Et puis aux deux professeurs qui nous ont accompagnés dans ce travail, Grégory Schneider-Monory du Centre économique de l'Université de Sorbonne Paris-Nord, et bien sûr Viviane de Beaufort, professeure à l'ESSEC, qui nous accompagne depuis longtemps dans cet exercice sur les questions écrites. Donc merci à tous, merci à tous les partenaires, aux 26 analystes aussi qui se sont mobilisés pour nous accompagner dans ce travail. Et je crois qu'on attend tous avec impatience de connaître les résultats de ces questions écrites. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais passer la parole du coup à Caroline Lemot, qui va pouvoir présenter le contexte de l'étude. Oui, bonjour à tous et excellente année 2024. Donc en fait, ces questions écrites, c'est la 4e année et il faut voir ces questions écrites comme un chemin, c'est une dynamique au cours du temps. Donc il y a aussi des choses, on sait nous-mêmes, enfin les gens qui ont travaillé sur ces questions ont appris aussi des années précédentes, ce qui fait que cette année 2023, il y a eu une sorte de marche qui a été franchie. D'une part parce que au niveau des questions elles-mêmes, elles ont été retravaillées de façon qu'elles soient mieux comprises par les entreprises du CAC 40, de façon à ce que les réponses puissent être de meilleure qualité, d'une part. Donc aujourd'hui, il n'y a pas seulement une seule question, mais il y a des sous-questions aux questions principales pour bien donner toute la granularité que l'entreprise peut répondre de façon plus granulaire à nos questions. Ça, c'est un premier point. Et donc, qui est plus du format. Mais ce qui est important, c'est de voir que aussi, au fur et à mesure du temps, et ça a été une grande marche en 2023,
nous, en tant qu'investisseurs, on a aussi plus d'exigences qu'on a pu l'avoir il y a 4 ans. C'est normal dans la dynamique d'engagement qu'au fur et à mesure, on précise et on demande des choses plus exigeantes. Et donc, en 2023, on a vu globalement les réponses, la note des réponses être un peu en retrait par rapport à 2022. Et ça s'explique grandement par le fait que nous sommes plus exigeants en 2023 que les années précédentes. Et donc, pour avoir la même note, il fallait avoir un progrès. Là, c'est une marche que les entreprises doivent maintenant franchir au fur et à mesure pour avoir donc non seulement de la transparence sur ce qu'elles font, donc plus granulaire, mais effectivement, non seulement être transparent, mais aussi agir. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, c'est un effort qui a été fait, donc comme Nathalie le disait, il y a eu 26 analystes qui ont participé, qui ont été aidés par des experts extérieurs, que ce soit les professeurs, mais aussi les gens qui ont participé à l'ANEC et également les informations venant d'Ethic Finance, ce qui fait que aussi la qualité de cet exercice a été aussi améliorée cette année. Donc, globalement, l'exercice, son but, c'est d'exprimer les points importants pour les investisseurs responsables pour que les entreprises comprennent ce sur quoi elles doivent répondre et nous donner de l'information. Ça, c'est important. C'est aussi un moyen pour nous que le grand public connaisse les axes qui nous semblent importants. Évidemment, il y a beaucoup lié à la transparence, puisque en fait, on pose des questions et la qualité de la réponse a un impact sur la note. Donc c'est pas forcément, c'est pas une analyse ESG de l'entreprise, mais c'est vraiment une analyse de la réponse. On a vu cette année que effectivement, ça pouvait faire une différence avec beaucoup d'écarts entre les entreprises ou par rapport, peut-être plus d'écarts cette année par rapport aux années précédentes. Donc, globalement, les entreprises sur l'aspect des enjeux environnementaux ont eu cette année une note peut-être inférieure aux années précédentes. On peut le dire que c'est aussi parce que c'est un niveau d'exigence de notre part qui est plus élevé. Et d'autre part, sur l'ensemble des sujets, le fait qu'on intègre les controverses a eu un impact. Il y a quand même des limites aux résultats et à notre méthodologie. On a une évaluation équipondérée, donc par définition, une entreprise peut avoir des bonnes notes sur un certain angle, une mauvaise note sur un autre angle et quand même avoir une note finale correcte. Notre but sur le long terme est que l'entreprise progresse. Donc, effectivement, il y a eu une nouveauté cette année, c'est-à-dire pour les entreprises qui avaient été en retrait sur 2022, sur un certain nombre de questions, il y a eu des questions spécifiques qui ont été aussi posées de façon sur des aspects où elles sont vraiment en retrait. Et ça, c'est un point qui est important pour cette dynamique de progrès au cours du temps, puisqu'on sait que l'impact des questions, la façon dont on rédige les questions a un impact fort, puisque c'est des questions qui sont publiques. Le dernier aspect sur lequel je voulais insister, c'est comme on vous l'a dit précédemment, il y a eu une amélioration depuis 2020, première année des entreprises sur leur réponse à leurs questions. Globalement,
beaucoup des notes se sont améliorées au cours du temps. Cependant, il y a quand même des éléments sur lesquels il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration au cours de ces 4 années. Et un élément que je note, et notamment parce que il y avait eu une campagne autour de ce thème, c'est la fiscalité, où les entreprises ont peu progressé autour de ces 4 dernières années sur cela. On voit qu'elles ont progressé sur des sujets importants comme l'intégration de critères ESG dans la rémunération, mais sur ces aspects de fiscalité, on est encore très loin que les entreprises voient ça comme un élément de leur politique responsable. Elles sont encore, comme elles l'étaient en 2020, vraiment sur de la compliance. Donc voilà. Merci beaucoup et je passe la parole à Justine, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Donc, je vais tout de suite rentrer sur la rétrospective synthétique sur 4 ans, puisque, donc, vous l'avez compris, c'est la 4e année que cette campagne a lieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder l'évolution. En revanche, je vais rappeler rapidement qu'il faut prendre cette comparaison avec des pincettes, puisque on ne compare pas le niveau des entreprises sur des questions qui sont totalement identiques, puisqu'on les fait évoluer d'année en année. Et il y a aussi des thématiques qui évoluent. Donc, c'est vraiment pour avoir un aspect plutôt global des campagnes. Donc, cette année, la note moyenne globale de la campagne 2023, elle est de 1,11 sur 3 points. Donc, c'est la première fois que d'une année à l'autre, il y a une baisse. Donc, par rapport à 2022, il y a une baisse de 0,22 points. En revanche, par rapport à 2020, comme le disait Caroline, on est encore sur de l'amélioration des entreprises. 10 entreprises ont vu leur notes augmenter cette année et 27 entreprises ont vu leur note diminuer, donc leur note globale qui consolide l'ensemble des questions. Sur le petit graphe de droite, vous remarquerez que l'écart entre la note la plus élevée et la plus basse cette année, il augmente. Et donc la meilleure note étant cette année de 1,9 sur 3 points et la moins bonne note de 0,1 sur 3 points. Donc la meilleure note cette année, elle chute de 0,2 points par rapport à l'année dernière. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que les 10 questions, prochaine slide s'il vous plaît. Les 10 questions, elles balaient l'ensemble des enjeux au cœur de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, c'est vraiment les 3 piliers qui sont ciblés, piliers environnemental, social et gouvernance. Là, donc, si on regarde l'ensemble des questions sur 4 ans, elles ont toutes augmenté sauf 3. Donc, la question 1 sur le climat, la question 7 sur l'épargne salariale et la question 8 sur la fiscalité qui baisse. Pour 3 questions, il n'est pas possible de comparer sur 4 ans puisque les thématiques ont évolué. Donc voilà. Les entreprises qui ont le plus progressé sont, prochaine slide, L'Oréal, Veolia et Pernod Ricard. Et les entreprises qui ont le plus baissé, donc c'est vraiment sur la période des 4 ans, Danone, Carrefour et Dassault Systèmes. Je ne rentre pas dans le détail tout de suite, mais vous avez tous les éléments, toutes les notes des entreprises qui sont dans le cahier qui sort et qui sera public aujourd'hui. Maintenant, si on part sur une rétrospective par rapport à l'année dernière, donc plus court terme, donc comme le disait Caroline, il y a eu une baisse générale du fait d'une méthodologie et d'exigence des investisseurs qui est plus élevée. Et donc, la majorité des questions sont en baisse. Le pilier environnemental est celui qui baisse le plus, de moins 0,34 points, suivi par le pilier de gouvernance et le pilier social. Donc, on va s'attarder sur les 3 questions qui ont connu les plus fortes diminutions. Donc, tout d'abord, la question 1, comme vous remarquerez, donc c'est une question sur laquelle les entreprises, donc c'est la question sur le climat, donc, sur lesquelles les entreprises l'année dernière avaient des bonnes notes. C'était la 2e question qui avait la meilleure note l'année dernière. On les a considérées comme matures, donc on a vraiment voulu renforcer l'exigence. Donc la question, elle a été reformulée et plus structurée. Et on voulait améliorer la transparence et la précision des stratégies de décarbonation des entreprises du CAC 40. L'objectif, c'était vraiment d'évaluer leur compatibilité avec une trajectoire visant à maintenir le réchauffement à 1,5 degré.
Donc, il a notamment été demandé aux entreprises de préciser la contribution de chaque action à son objectif de décarbonation, puisque ces éléments, ils nous paraissent essentiels pour s'assurer de l'adéquation entre les objectifs et leur mise en œuvre, mais également la contribution des émissions négatives à ces objectifs. Donc tout ça, c'est vraiment très précis. Cette partie de la question, elle a posé des difficultés aux entreprises qui n'ont pas semblé vraiment encore en mesure d'y répondre. Donc si on sort quelques petites statistiques qui se basent vraiment sur les réponses des entreprises à cette campagne et sur la précision de la question, moins d'un tiers des entreprises du CAC 40 dans leurs réponses alignent les objectifs de tous leurs scopes sur un scénario 1,5 degré. Donc là, la particularité, c'est vraiment tous les scopes sur ce scénario. Un quart des entreprises détaillent la part des émissions réduites déclinées par action couvrant tous les scopes. Et seulement 2 entreprises ont été en mesure de nous communiquer une répartition d'un montant d'investissement dans le temps par action sur chaque scope. Donc, de fait, de toutes ces raisons, la question, elle a drastiquement baissé. En tout cas, sa note. Donc voilà pour la première question. La seconde question qui a le plus baissé, c'est la question 9 sur le lobbying. Donc, je ne rentre pas dans le détail tout de suite puisque Sébastien Alquic, qui travaille au PRI et qui a travaillé sur cette question en tant qu'analyste, il va rentrer dans le détail des résultats un peu plus tard. Et enfin, c'est la question 3 sur la circularité qui a le plus baissé, avec une note de 1,45 points sur 3. Et donc là, on a interrogé cette année les entreprises sur leur manière, comment elles évaluent les impacts financiers et économiques de la raréfaction des ressources en ce contexte d'inflation, mais aussi de contexte géopolitique particulier. Comment elles évaluent la hausse des coûts entraînée par ces difficultés et quelles ont été les mesures prises pour circulariser les modèles d'affaires. Donc, malheureusement, malgré de nombreuses initiatives d'économie circulaire qui ont été retrouvées dans les réponses, le basculement définitif du modèle d'affaires, il demeure difficile et aucune entreprise n'a été en mesure de quantifier la part de ces activités qui contribuent effectivement à l'économie circulaire. Beaucoup limitent encore cette démarche à seulement la réduction de l'utilisation des matières premières ou encore du recyclage. Aussi, cette question, elle avait été personnalisée pour 8 entreprises des secteurs services et finances pour lesquelles les réponses des années précédentes semblaient penser qu'elles n'étaient peu ou moins concernées par les autres. Donc, du coup, on avait personnalisé cette question pour elles aussi. Si on regarde l'ensemble des notes de la campagne, prochaine slide. Vous remarquerez que donc, la question sur laquelle les entreprises sont le plus matures, c'est la question sur les critères ESG dans la rémunération, comme le disait Caroline. Et la question la plus basse, c'est celle de la fiscalité, qui stagne au même niveau que l'année dernière. Pour 2 questions, aucune entreprise n'obtient la note maximum, c'est-à-dire 3 points sur 3 points. Donc, c'est la question 1, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais aussi la question 7 sur l'épargne salariale. Nous, une question qu'on considère importante pour aligner les investissements sur les défis environnementaux et sociaux. Et malgré que cette thématique elle soit encouragée aussi par la loi Pacte, on a regretté que le pourcentage des encours labellisés, donc c'est une question qu'on pose sur cette thématique, il stagne encore à environ 30%, comme l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment de nos calculs des réponses qu'on a reçues. Et il ne soit pas plus élevé au regard de la demande croissante pour une épargne responsable. Donc, uniquement une seule entreprise propose l'ensemble de ces fonds qui sont labellisés, c'est Orange, comme l'année dernière. Et du coup, on avait interrogé les entreprises aussi sur quid des fonds qui sont non labellisés. Est-ce qu'il y a des critères robustes qui accompagnent ces fonds, des critères ESG robustes? Et donc, la moitié des entreprises ne nous ont pas répondu sur cette question. Et celles qui nous ont répondu, elles ont... il y en avait très peu finalement qui intégraient des critères, malgré quelques exemples positifs qu'on a mis en avant dans la synthèse que vous retrouverez dans le cahier. Et elles sont une minorité, seulement 6 d'entre elles sur les 40, à offrir l'opportunité à leurs employés de participer au choix des fonds, quelque chose qui nous semble aussi important. Enfin, sur les pratiques à l'international, c'était aussi compliqué pour les entreprises de répondre sur ce sujet. Donc, les entreprises qui ont le plus progressé cette année par rapport à l'année 2022 sont Bouygues, Pernod Ricard, AXA et Airbus.
Et les entreprises qui ont le plus baissé sont Danone, Renault, Orange et Carrefour. Donc, ce qu'il faut regarder aussi, c'est pas seulement l'évolution, mais aussi la note, puisque ça permet de comprendre où en est vraiment l'entreprise. Finalement, si on vous dévoile le palmarès, les 2 entreprises qui arrivent dans le haut du classement sont L'Oréal et Veolia ex-aequo, cette année à 1,9 points sur 3. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Émilie Thierry qui discutera avec nous un peu plus tard de la campagne et de comment l'entreprise a compris comment s'améliorer d'année en année. Sans plus attendre, on va rentrer dans l'explication de 6 notes qu'on a choisies, 6 questions, pardon, qu'on a choisies aujourd'hui, dont on a choisi de vous parler. Donc, c'est les 6 questions qui sont les moins bien notées, sauf une, la question 5, qui est la 3e du classement par ordre décroissant de notes. Mais c'était la nouvelle thématique cette année, donc on a choisi de vous en parler. C'est un sujet qui est important. Donc voilà, donc je vais passer la parole à Martial, qui est copilote avec moi sur la campagne, et qui va rentrer dans le détail sur la question sur la biodiversité. Merci Justine. Donc la diapositive, vous l'avez à l'écran, donc elle reprend les questions si vous ne les aviez pas en tête. Elle donne également la répartition des notes en fonction pour les 40 entreprises et puis le palmarès, on va dire, les sociétés qui ont obtenu 3 étoiles. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, hein, puisqu'en plus de ça, on a du temps après qui sera réservé aux questions-réponses. La question de la biodiversité, comme la plupart des questions, c'est la 4e année qu'on l'aborde. Cette problématique, ça n'échappe à personne, est excessivement importante. Elle se renforce, semble-t-il, d'année en année. C'est un sujet qui devient extrêmement sensible. Il n'y a pas une semaine ou un mois sur lesquels on n'a pas une étude alarmiste sur la question de la biodiversité. Le coût pour la santé, le coût pour l'économie, tout ça, ça commence aussi à rentrer dans les esprits. Les initiatives internationales progressent également, puisqu'on a eu l'année dernière, en 2023, donc un certain nombre de pas en avance sur les questions de la protection des océans, le règlement européen sur ce qu'on appelle la déforestation importée ou d'autres types de destruction, d'érosion des écosystèmes, les recommandations de la Task Force on the Related Financial Disclosure, le TNFD, sur ce sujet-là. Des actions juridiques également, alors qui pourraient aussi progresser en nombre dans l'avenir, Casino, Carrefour, GBS au Brésil. Donc, on voit que la prise de conscience se renforce, on pourrait presque dire enfin, parce que finalement, c'est tellement vital pour chacun que peut-être il aurait fallu que nous démarrions plus tôt, mais on constate aussi que cette prise de conscience évolue, progresse également au niveau des entreprises, puisque on a perçu, bien que la note, comme on le disait tout à l'heure, ait baissé un petit peu entre 2022 et 2023 pour les raisons qu'on a évoquées, notamment ce que disait Caroline en matière d'exigence, mais les réponses obtenues font apparaître davantage de conscience au niveau des entreprises. Cela dit, il y a encore beaucoup de facettes qui ne sont pas abordées, hein, puisque la biodiversité, ce n'est pas monolithe. Il y a la biodiversité directe, induite, indirecte, urbaine, industrielle, que sais-je. Il y a énormément de choses qui peuvent être abordées, qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs dans les réponses, parce que finalement, chaque société a une attitude, une posture qu'elle peut avoir différente par rapport à cette problématique. Et c'est pourquoi la question qui est évoquée, hein, notamment le travail d'évaluation des impacts de la dépendance sur la biodiversité, est éminemment important. Alors, quelques résultats très rapides. 34 sociétés ont engagé une évaluation, qu'elle soit achevée ou en cours. Donc 34 sur 40, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Alors, ce qui est aussi prometteur, encourageant, d'une certaine manière, c'est que sur ces 34, il y en a 18 qui ont engagé ce type d'évaluation récemment, c'est-à-dire en 2022 ou 2023.
Alors, je dis encouragement parce que ça veut dire on peut s'attendre maintenant à des résultats qui vont s'accélérer, hein, qui vont peut-être avoir une accélération en chaîne. Alors, les organismes d'évaluation, il y a celui qui a été élaboré par le PNUE, l'Agence des Nations Unies sur l'environnement, qui s'appelle encore, ou qui a été mis en place par le CDC, Global Biodiversity Score, ou la Science Based Target for Nature. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont maintenant disponibles sur le marché qui peuvent être utilisés de bonne manière. Alors, cette année, nous avons concentré notre attention sur le chiffrage, parce que pour les investisseurs, le chiffrage est très important. De savoir, comme l'indiquent les questions, qu'est-ce que vous avez dépensé pour la biodiversité ou comment vous évaluez votre niveau de dépendance. Voilà. Alors, seulement 14 entreprises ont fourni des éléments considérés comme des dépenses en lien avec la biodiversité, donc 14 sur 40, ce n'est pas encore assez. 6 ont communiqué un élément chiffré sur leur niveau de dépendance, c'est encore moins. Donc, l'attente des investisseurs, c'est que justement, ces chiffres peuvent s'affiner, que leurs noms peuvent augmenter, parce que c'est important pour quelqu'un qui gère un portefeuille de pouvoir intégrer ça dans son analyse. Alors, juste pour finir, on va dire cette diapositive, quelques recommandations, on verra comme ça. Peut-être que ne pas oublier que la biodiversité concerne tout le monde, tous les secteurs. Certains secteurs, certaines entreprises appartenant à certains secteurs ont fait remarquer qu'ils n'étaient pas directement concernés par la biodiversité, mais elle peut l'être de manière indirecte. Indirecte en amont. On s'aperçoit qu'un certain nombre d'entreprises commencent à travailler sur l'évaluation justement de leur niveau de dépendance en amont, dans les approvisionnements, mais aussi en aval. Alors, c'est plus rare, mais ça devrait aussi progresser. Alors, là-dessus, quand même, faisons attention, parce que les questions de greenwashing peuvent être assez prégnantes sur cette considération de l'apport au niveau de la biodiversité en aval. Faut faire aussi attention aux solutions controversées, comme par exemple, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'elles sont controversées, les compensations naturelles, puisqu'il y a quand même énormément de controverses qui apparaissent comme ça au fil des années, au fil des mois, sur cette question de compensation naturelle. Et puis, finalement, une attente majeure, on va dire, des investisseurs, savoir renforcer le chiffrage, comme par exemple sur le climat, hein, c'est aussi une demande qui porte là-dessus, renforcer le chiffrage au niveau de justement cette question de dépendance et cette question des dépenses en faveur de la biodiversité. Voilà, alors normalement je me donne la parole à ce niveau-là. Okay. Donc c'est encore à moi de vous présenter la question 5 sur le rachat d'actions. Alors, comme on l'a dit plusieurs reprises, c'est une question nouvelle, une question finalement qui comporte un enjeu relativement important aussi et qui traverse également un certain nombre de controverses. C'est une problématique qui touche peut-être 2 points majeurs. Premièrement, les moyens disponibles pour financer la transition écologique, ou toutes les transitions, on va dire, et puis également celui du partage de la valeur. Alors c'est surtout là-dessus que, d'ailleurs, le terme est indiqué dans les questions, qu'on a appuyé notre analyse. Alors c'est un sujet assez technique et qui n'est sans doute pas encore assez débattu dans les différentes sphères qui mériteraient débattu, c'est-à-dire aller au-delà des controverses, essayer d'avoir des analyses un petit peu plus pointues sur ce point-là. Alors nous avons analysé 2 choses. Comme on l'a indiqué aussi à plusieurs reprises, il n'y a pas que la transparence, même si cette transparence est importante. Donc, la notation a fait intervenir un mix entre transparence, mais également ce qu'on a cherché à savoir, c'est à quoi servent ou à qui sont destinées les actions qui sont rachetées par les entreprises, donc aux actionnaires, aux dirigeants ou à une sélection de salariés, ou bien à la majeure partie ou à la totalité des salariés des entreprises. Nous avons rencontré quand même quelques difficultés techniques, on va dire, pour analyser les réponses qui ont été apportées. Tout d'abord, il y a 4 sociétés qui n'ont pas
racheté d'actions au cours des 5 dernières années. Alors, ça peut être très bien, hein, mais du coup, ça complique un petit peu la tâche. Mais alors, on a noté les entreprises, du coup, uniquement sur leur transparence. Certaines sociétés rachètent des actions pour compenser celles qu'elles ont créées en vue de les distribuer à leurs salariés. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu. Alors, bon, voilà, c'est encore une petite difficulté. On rentre un petit peu dans les coulisses là. Quelques informations, alors plus délicates, quelques informations étaient fournies par les entreprises, mais ne correspondaient pas à celles que nous avions relevées dans les DU, dans les documents d'enregistrement universel. Et puis ensuite, la distinction entre distribution d'actions de performance, c'est-à-dire aux dirigeants ou à des petits groupes de salariés, et l'actionnariat salarié, c'est-à-dire lorsqu'on distribue à la quasi-totalité des salariés, n'était pas toujours formulée. Alors, sans surprise, sur le thème spécifique de la dernière sous-question, qui est la politique de rachat d'actions, eh bien, elles sont assez peu nombreuses, en fait, des politiques formalisées. Il est souvent fait référence aux résolutions qui sont présentées aux assemblées générales des actionnaires, qui sont finalement une demande d'autorisation à l'assemblée des actionnaires, et puis qui, assez souvent également, sont un ensemble d'options qui sont offertes au management pour pouvoir faire face à différentes difficultés ou différentes opportunités qui se présentent dans l'exercice. Mais ce n'était pas ce qu'on demandait, en fait. On demandait une politique formalisée. Un quart des sociétés offrent des éléments qui peuvent s'apparenter justement à une politique. Donc un quart, c'est à notre avis pas suffisant, même si on comprend que ce n'est pas forcément facile et que c'est peut-être nouveau. Et puis, seulement quelques-unes ont une position qui nous paraisse être sans ambiguïté sur la politique, en tout cas comme c'était annoncé. Enfin, quelques statistiques pour terminer qui peuvent, alors, vous pourrez aussi vous reporter sur le cahier qui va être publié juste après, je pense, c'est ça, sur le site. Donc, il faudra vous lancer sur le site. Vous aurez beaucoup plus de détails. 70% des entreprises ont été considérées comme transparentes sur la part des rachats d'actions au cours des 5 dernières années. Ça veut dire quand même qu'il y en a 30% où on n'a pas forcément bien perçu comment étaient allouées les actions rachetées. Un peu plus de la moitié ont communiqué sur la part des salariés concernés. Donc, vous voyez, par rapport à l'objectif qui est évoqué dans les questions, qu'on voit de manière sous-jacente ou explicite dans les questions, en fait, c'est 56%. C'est pas suffisant. On aurait préféré, bien sûr, que ce soit 100%, mais on en est relativement loin. 25 entreprises qui ont racheté des actions ont indiqué avoir distribué des actions de performance ou avoir affecté ces actions à l'actionnariat salarié. Donc, c'est encore moins, c'est-à-dire au niveau du détail, de la précision, on descend d'un cran. Et 15 sociétés, là, on n'est plus sur l'évaluation, on va dire, qualitative. 15 sociétés ont fait part que les actions de performance distribuées étaient supérieures à celles qu'elles consacraient à l'actionnariat salarié. Et enfin, 5 entreprises ont uniquement fait bénéficier leurs actionnaires sur les 5 années qui étaient couvertes par notre questionnaire, par notre étude. Voilà. Donc, à ce stade-là, je passe la parole à... Ouais. À la prochaine question, qui est la question sur le salaire décent. Donc ça, c'est une question enfin, la thématique de la hausse des salaires, elle peut souvent être perçue par l'entreprise comme une contrainte, mais finalement, il y a quand même des bénéfices qui sont subjectifs, comme la perception de l'équité, la satisfaction au travail, le bien-être en général, finalement, et qui génèrent aussi des gains objectifs, comme la réduction du coût sociétal lié à la pauvreté, les maladies, la malnutrition, l'insécurité. Et sur cette question, certaines entreprises interrogées, elles peuvent considérer qu'elles sont faiblement concernées par cet enjeu de manière directe, mais elles le sont tout autant au travers de leur chaîne d'approvisionnement, et c'est vraiment là-dessus que cette question du FIR, elle souhaite se concentrer. Donc c'est pour ça qu'elle a été reposée notamment sur la première partie de la question, donc sur la définition, qui pour nous est la première étape
sur laquelle on souhaiterait que les entreprises se concentrent sur cette thématique. Il y avait 26 entreprises l'année dernière qui avaient mal répondu ou pas répondu à cette question sur la définition, donc on leur a reposé. C'est sûr que cette définition, elle fait encore débat. Nous, ce qu'on propose, notamment quand on envoie les questions, c'est celle que je ne vous ai pas exposée aujourd'hui sur cette slide, mais c'est celle de la Living Wage Network, qui insiste, outre la satisfaction des besoins essentiels, donc l'habillement, le logement, l'alimentation, aussi sur la capacité des personnes à faire face aux imprévus. Et donc, sur les 26 entreprises à qui on a reposé cette question, il y en a uniquement une qui nous a répondu d'une manière satisfaisante. Et donc, c'est Hermès. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on considère, en tout cas, avec les réponses de l'année dernière, donc en prenant en compte les 14 autres entreprises qui avaient bien répondu, si elles ont maintenu leur définition, il y a 15 entreprises dans le CAC 40 qui ont établi une définition sur le salaire décent, ce qui est quand même peu. Et notamment, nous, l'importance dans cette définition, c'est que les entreprises, elles mentionnent aussi des mesures à destination des employés de leurs fournisseurs. Et donc, il y a 4 entreprises qui ne l'avaient pas fait et qui ont été pénalisées sur ce sujet. On est conscient que c'est compliqué à mettre en œuvre de passer en fait des mots aux actions, mais certaines du coup nous ont parlé d'accompagnement par des organisations. Donc souvent le Fair Wage Network est mentionné. Il y a 6 entreprises qui nous ont dit réaliser des études d'écart entre le salaire minimum et le salaire décent. Donc ça, c'est des mesures qu'on considère comme bonnes pratiques puisqu'elles sont essentielles pour amorcer ce type de réflexion. Il y a aussi une deuxième initiative qui est plébiscitée par les entreprises, c'est l'intégration dans leur charte éthique fournisseur d'engagement concernant le versement de salaires décents. Et par ailleurs, donc, 2 entreprises que je peux citer s'engagent formellement à ce que l'ensemble des employés de leurs fournisseurs stratégiques bénéficient d'un salaire décent, donc d'ici 2025 pour Schneider Electric et d'ici 2030 pour L'Oréal qui a sorti cette mesure avec un plan de formation qui leur est destiné. La seconde partie de la question, cette année, elle porte sur comprendre en fait si et comment les entreprises, elles fixent et elles utilisent des seuils et dans quelle mesure ces seuils ils sont distincts des minimums légaux. Malheureusement, l'analyse des réponses, elle montre qu'elles sont peu nombreuses à franchir ce cap. Et notamment, si on se penche sur les salariés des fournisseurs par rapport au seuil, il n'y en a aucune qui a été en mesure de nous démontrer l'application concrète de ces seuils. Et dans les faits, donc, les mesures prises, elles se limitent plutôt à l'intégration d'engagements dans les codes ou les chartes fournisseurs et éventuellement à l'évaluation de ces engagements par l'envoi de questionnaires. Il y a un exemple que je peux vous citer de Schneider Electric qui était intéressant et qui a lancé un programme qui s'appelle Travail décent, en rassemblant plus de 500 de leurs fournisseurs stratégiques et en les invitant à échanger sur cette thématique. Voilà. Et pour la dernière partie de la question, elle concerne les risques systémiques. Et donc là, on voulait que les entreprises, elles ne se contentent pas de faire référence à la cartographie des risques établie dans le cadre de la loi du devoir de vigilance, donc qui néglige une dimension plus systémique de la problématique et qui s'arrête plutôt sur la matérialité simple. Et donc, ça a été le cas malheureusement pour un quart d'entre elles. Mais on voulait inviter les entreprises à dépasser le cadre général de l'analyse de risque pour s'intéresser à la façon dont elles appréhendent les environnements globaux dans lesquels elles évoluent. Et donc, il y a seulement 5 entreprises qui ont attesté vraiment d'une compréhension de ces enjeux, avec 3 exemples intéressants qui sont cités dans la synthèse, donc les 3 entreprises qui ont des exemples intéressants sont Michelin, Safran et Pernod Ricard. Donc voilà pour cette question. Je vais repasser la parole à Martial et à Grégory Schneider-Monori sur la question qui est la plus basse, celle de la fiscalité. Merci à nouveau. Alors juste une très brève introduction puisque c'est surtout l'intervention de Grégory Schneider-Monori qui sera, je pense, intéressante. Alors question de fiscalité qui est une question éminemment centrale, hein, puisque les recettes fiscales sont très importantes pour les États
à condition qu'elles soient utilisées à bon escient. C'est une autre question sans doute. Les techniques d'optimisation, de rationalisation de l'impôt sont légion. Les règles implicites par la société civile, et qui est reprise par pas mal d'acteurs, c'est là où les activités, là où la valeur est créée pour une entreprise, là également doit être restituée une part de cette valeur pour bénéficier aux populations. On a des éléments nouveaux puisque maintenant les grandes multinationales sont censées payer un minimum de 15%. Alors ça fait polémique, hein, on s'entend, puisque 15%, beaucoup pensent que ce n'est pas assez élevé et qu'il y a également pas mal de possibilités justement d'être exonéré. La directive européenne pour 2024 propose, et on verra normalement les premiers rapports en 2025, que maintenant les informations concernant cette problématique-là soient ventilées pays par pays, seulement pour les activités à l'intérieur de l'Union, et également dans les paradis jugés, ou les juridictions jugées comme non coopératives. Alors, au niveau des résultats, très rapidement, 7 entreprises ont une politique fiscale qui est approuvée par le Conseil. C'est ce qui ressort en tout cas des réponses. Les répartis pays par pays sur l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus large que ce que propose la directive européenne, il n'y a que 2 sociétés qui ont pensé, qui nous ont indiqué qu'elles y pensaient. La plupart pensent rester dans le cadre de la loi, de la directive européenne et donc des lois qui iront avec. 5 le font déjà en dehors du domaine bancaire et du secteur de l'extraction. Tous ces éléments-là nous montrent que finalement la transparence n'est peut-être pas forcément, n'est pas suffisamment sur cette problématique assez chaude finalement au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Grégory Schneider-Monori de nous accompagner. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il est professeur au Centre d'économie Paris-Nord et à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et il a mis en place plusieurs indicateurs qui sont susceptibles justement d'aider les analystes et donc d'éclairer les analystes, d'alerter les analystes sur d'éventuels éléments qui pourraient ne pas correspondre aux déclarations formulées par les entreprises. Donc Grégory doit normalement apparaître à l'écran, je suppose, pour nous parler de ces... J'ai mis ma caméra. Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Le fait qu'on ne me Oui. voit pas, c'est pas gênant. J'ai l'habitude en tant qu'analyste du travail de l'ombre. C'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Martial. Effectivement, je suis intervenu, je dirais, dans la phase d'interprétation des résultats. Donc, je suis intervenu à l'été auprès du groupe de travail qui traitait la question 8. J'ai mené en fait en- au printemps, enfin même l'hiver dernier et au printemps, une petite recherche sur finalement des indicateurs de l'optimisation fiscale, des indicateurs ESG de l'optimisation fiscale. Et au-delà des indicateurs, la question, c'était finalement d'essayer de traiter ce sujet qui est un peu un angle mort. Euh, nos voisins anglais diraient elephant in the room, néerlandais aussi. Et donc, l'idée, c'est de traiter le sujet non pas comme un danger, une pratique, mais de voir comment on peut mesurer ça. En partant du principe que de nombreux académiques ont clairement expliqué que l'optimisation fiscale, c'est pas une mauvaise, une méchante, une immorale pratique, c'est juste business strategy. Donc, business strategy, on peut évaluer de manière amorale le risque que font supporter certaines stratégies fiscales et d'optimisation fiscale à la structure bilancielle et au compte de résultat et de facto aux actionnaires.
Donc l'idée, c'est de regarder 3 indicateurs qu'on arrive à construire à partir de n'importe quel rapport annuel. Donc il ne s'agit pas de demander une information supplémentaire aux entreprises. Un indicateur qui est déjà donné par les entreprises du SOC 600, qui est l'effective tax rate. Un indicateur sur les deferred tax sur income tax et un indicateur deferred tax assets sur total assets. Les 2 derniers indicateurs permettant de regarder le sujet des impôts différés et donc de l'utilisation de cet outil dans le temps. Je rappelle que la finance durable, c'est aussi la question de comment on gère le temps, donc je vais aller très vite. En regardant tout simplement ces indicateurs, on s'aperçoit que il y a plus de 2 sociétés du CAC 40 qui payent moins de 15% d'impôts. Donc ce seuil de 15% qui était supposé être irréfragable, il est largement dépassé. Et franchement, les entreprises du CAC 40 sont pas les pires, entre guillemets, sur cet indicateur-là, hein. Si vous traversez l'Atlantique, vous ne serez pas déçus. Et le deuxième indicateur que l'on peut regarder, c'est deferred tax assets, donc impôt différé par rapport à total du bilan. C'est en fait un intangible fiscal. Et très franchement, à partir du moment où vous avez un intangible fiscal de plus de 5% du bilan, vous pouvez vous poser des questions sur la réalité des résultats proposés par l'entreprise. Voilà, donc pour l'instant, ce sont des données qui ont été utilisées par le groupe de travail comme des données de contextualisation. Et ce groupe a permis d'avancer sur la meilleure compréhension, sur le meilleur usage de ce type de données pour qu'il soit d'ici quelques années généralisé. Et a permis aussi de montrer donc ces résultats. Donc je disais deux entreprises qui payent moins de 15% d'impôts et 3 qui en payent entre 15 et 20%. Je rappelle que le taux d'imposition sur les bénéfices est de 25%. Voilà, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Martial. Merci. Merci, et moi je passe la parole à Justine. Merci beaucoup, Grégory. Maintenant, on va traiter la question 9 sur le lobbying. Aujourd'hui, on a un analyste présent avec nous qui va vous expliquer les résultats plus dans le détail. Donc, la question du lobbying, c'est une question qui est complexe. C'est la représentation d'intérêt de l'activité de l'entreprise, tout simplement. Et on considère que toutes les entreprises en font indirectement ou directement. Et le plus important, en fait, c'est vraiment qu'il y ait de la transparence, bien qu'il y ait des activités de lobbying qui sont souvent difficiles à déceler. Et il y a une zone grise qui est vraiment importante, sans aller bien sûr jusqu'à la corruption, mais d'échanges qui peuvent avoir lieu, etc., et qui influent sur beaucoup de choses. Et l'entreprise a ce pouvoir-là pour ses intérêts, et on espère qu'elle fasse avancer sa démarche de développement durable au travers justement de ce pouvoir qu'elle a. Je remercie aussi beaucoup Viviane de Beaufort qui a travaillé en tant qu'analyse, en tant qu'experte externe sur cette question et qui a consacré beaucoup de temps. Et je laisse la parole sans plus tarder à Sébastien Afkik qui est présent. Merci Justine et merci à tous ceux qui contribuent à la campagne du FIR. Donc je vais aller directement sur aborder les résultats sur la question lobbying. J'espère que tout le monde m'entend, normalement oui. Donc on a une légère baisse sur la question comme il a été dit, mais comme il a été dit aussi, on intègre les apprentissages qu'on fait au fil des années et du coup on affine les questions et encore plus sur des sujets émergents comme le lobbying ou la fiscalité aussi. Alors, premier résultat, on a constaté que les entreprises sont plus transparentes sur leurs activités de lobbying sur le sujet du climat que sur les autres sujets environnementaux et sociaux. Donc, le focus sur le climat est normal, il reflète les attentes de la société et l'urgence du sujet, mais on aimerait avoir plus de transparence sur les autres enjeux E, S et G. Donc, c'est pour ça qu'on avait axé la question sur cet aspect aussi. Aussi, si on pousse la notion du lobbying responsable plus loin,
bien souvent, on entend des entreprises qu'elles ne peuvent pas atteindre leurs objectifs ou être plus ambitieuses sur tel ou tel enjeu à cause du cadre réglementaire. Eh bien, on pourrait attendre de ces entreprises responsables qu'elles utilisent leur pouvoir de représentation, donc leur capacité d'influence, leur capacité de lobbying, pour faire changer ce cadre réglementaire, par exemple. Donc, une sorte de lobbying positif. Et on a vu quelques exemples intéressants. Donc, par exemple, L'Oréal, qui utilise son influence pour soutenir la notion de salaire décent. Et on a vu aussi, par exemple, Danone, qui a signé avec plus de 100 organisations une déclaration exhortant l'Union européenne à adopter une position ambitieuse sur l'obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et de l'environnement. Donc ça, c'est des exemples très positifs qu'on a valorisés, bien évidemment. Aussi, on a voulu regarder le rôle des activités des associations professionnelles. Donc, les entreprises peuvent intervenir directement dans le débat public, mais une grande partie de la représentation d'intérêt se fait par le biais d'associations professionnelles. C'est pourquoi nous souhaitons savoir si les entreprises évaluent l'alignement ou les potentielles divergences entre leur position sur les enjeux ESG et les positions des associations professionnelles qui peuvent avoir énormément d'influence, pensez au MEDEF, etc., sur les politiques publiques. 7 entreprises ont détaillé les actions menées pour gérer ces divergences et 4 d'entre elles publient même un rapport spécifique sur ces divergences. Donc, on avait ArcelorMittal, Danone, Engie et Air Liquide. Et on a Sanofi qui s'est engagé à publier un tel document en 2024. Et c'est quelque chose qu'on valorise aussi dans les réponses. Les entreprises qui ne répondent pas à tous les critères d'évaluation, mais qui s'engagent, c'est quelque chose qu'on valorise également. Encore une fois, il sera intéressant d'élargir ces analyses de divergence à des sujets autres que le climat, là où c'est matériel, bien évidemment. Et aussi, on tenait à clarifier pour les émetteurs qui nous écouteraient, il ne s'agit en aucun cas d'attendre des entreprises qu'elles suspendent, par exemple, leurs adhésions aux associations professionnelles, mais simplement de comprendre leurs efforts d'encadrement et de suivi. Et on pourrait s'interroger sur les capacités d'influence des entreprises sur les associations professionnelles, mais pour une entreprise du CAC 40, on estime on peut s'attendre à ce qu'elles aient un certain degré d'influence, notamment sur les associations sectorielles qui sont plus petites. L'esprit de la question, et je vais faire vite parce que je vois mon chronomètre qui diminue, l'esprit de la question était également d'obtenir un résumé qualitatif des activités de lobbying. Donc, on ne s'attendait pas vraiment à un copier-coller de ce que les entreprises doivent déclarer dans les registres en France ou dans l'Union européenne ou aux États-Unis, même si on n'a pas pénalisé les entreprises qui l'ont fait, parce qu'elles répondaient à la question. En revanche, pour l'année prochaine, on s'attendra plus à un résumé des principaux sujets de lobbying, des principales positions des entreprises. Et c'est d'ailleurs ce que va exiger CSRD. Donc, il y aura un standard ISRS sur le lobbying et qui va exiger exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire un résumé. Donc, c'est plus de travail pour les émetteurs, mais l'hypothèse est que les entreprises qui sont en mesure de synthétiser leurs activités de lobbying sont celles qui ont très certainement des dispositifs de gouvernance pour effectuer un suivi de leurs activités de lobbying. Là, on a vu que Michelin et L'Oréal se distinguent par un réel effort de transparence et ce sont d'ailleurs les 2 seules entreprises qui obtiennent 3 étoiles. Je vais m'arrêter ici du coup parce que j'ai largement dépassé mon temps. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Justine, il y a une question de Viviane de Beaufort qui aimerait intervenir Bien sûr. tout de suite, si possible, réagir. Viviane, je vais essayer de vous ouvrir votre micro. Sinon, continuez et puis je vous dirai quand Viviane aura D'accord. Ok. Du coup, on va faire la dernière question. Ok, j'y vais. Donc, il faudrait changer la diapositive. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle d'avant. Voilà. Cette question numéro 10, la dernière question est traditionnellement
dédié C'est bon à si Viviane, vous voulez intervenir avant Ok. que Martial, tu te lances. Désolée. Viviane, il n'y a pas de souci. Où est Viviane? Vous Viviane. m'entendez? Oui. Oui. Je suis désolée, j'ai joué un peu les perturbateurs, mais je vais aller vite. Je voulais juste peut-être évoquer auprès de ceux qui nous écoutent le fait que on est bien conscient qu'il y a en ce moment à la fois des textes sur la corruption et également plus récemment en train d'être implémenté au niveau de l'Union européenne un texte sur l'ingérence lié notamment au Qatargate et ses suites. On a travaillé sur ça, mais là, on n'est pas sur des pratiques de lobbying, on est sur des fraudes, on est sur des controverses, on est sur ce qui devrait déboucher sur des procès, comme lorsqu'il y a fraude fiscale et non pas optimisation fiscale. Ok. Donc, du coup, ce qui m'avait semblé intéressant et que voilà, j'invite l'équipe à continuer, on en reparlera, c'est d'aller regarder, puisque Sébastien le disait très bien, les entreprises du CAC 40, même si elles travaillent avec des associations, soit sectorielles, soit des grandes comme le MEDEF et Business Unit, interviennent directement et ont en général une structure dédiée à Bruxelles, qui est leur principal terrain de jeu, ce qui est assez logique vu la profusion de textes d'origine européenne. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, alors c'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine, les consultations, les réponses aux consultations de ces entreprises sur les sujets qui nous intéressent, nous, c'est-à-dire les sujets ESG. Typiquement, le texte de devoir de vigilance, là, qui va aboutir. Et donc, c'est sur ça que je voulais intervenir et expliquer un petit peu notre tambouille interne et la manière dont on a travaillé pour vérifier la corrélation des déclarations, puisqu'effectivement, Caroline le disait, on part de ce qu'ils nous répondent, mais il y a des moyens de vérifier la corrélation, la complétude, les zones grises, en regardant les activités réelles de ces entreprises sur place. Voilà, c'est tout. Merci Viviane. Donc, on repasse à la question 10. Donc, comme je disais tout à l'heure, traditionnellement, c'est la dernière question, celle de l'implication des partenaires sociaux dans ces sujets liés à la RSE, au développement durable, au ISR. Alors, par rapport à la première année 2020, on s'aperçoit qu'il y a une certaine progression, mais il y a un recul par rapport à 2022. Alors, il y a quand même quelques changements récents, hein, puisque la loi climat et résilience a enrichi les prérogatives des comités sociaux et économiques sur ces sujets environnementaux en particulier. Là, le FIR a lancé une enquête en juillet 2022. Il y avait peu de réponses. C'était sur combien d'entreprises? 8. Non, mais au départ, 40. Sur 40 sur les entreprises du CAC, 8 entreprises ont répondu. Alors, là, ce qu'on essayait de voir, c'était à la fois par rapport au personnel, mais également à la chaîne d'approvisionnement, comment les entreprises anticipaient cette fameuse transition écologique, mais aussi comment les entreprises intégraient les partenaires sociaux dans leur politique, dans leur stratégie. Les réponses sont quand même pas exubérantes, hein. C'est que, juste à titre d'information, sur le premier point, les effets sur donc la transition, 25% des entreprises, donc le petit A, ont apporté des réponses qu'on a considérées comme bonnes ou correctes. Seulement 30% des entreprises ont abordé la question de la chaîne d'approvisionnement, alors que c'est quand même de plus en plus dominant. En ce qui concerne la participation des partenaires sociaux et de l'environnement, sur la partie négociation, un point important, qu'il y ait des négociations qui soient articulées autour de cette question-là, seulement un peu moins de la moitié on fait référence à des négociations. Alors souvent, c'est sur les questions de mobilité, sur les questions de télétravail, enfin, sur des sujets comme ça. Et la plupart du temps, c'était restreint au périmètre français. Sur les moyens accordés,
aux partenaires sociaux, justement pour renforcer leurs compétences, les moyens qu'ils ont à leur disposition, justement pour pouvoir s'impliquer activement, eh bien, 7 réponses seulement, à notre avis, qui ont fait référence à des moyens qui nous ont semblé substantiels et qui n'étaient pas trop génériques. Et en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi climat et résilience, 15% des sociétés n'ont pas répondu à la question, tout simplement, et les 2 tiers à peu près nous ont apporté des réponses qui nous ont semblé n'être pas satisfaisantes. Voilà. Alors, il y a encore des marges de progrès. Nous avons demandé à Benoît Stortag, qui est membre du CIES et ancien administrateur salarié de Renault, son avis sur ces résultats et de nous dire pourquoi ce type de question est déterminant à la fois pour les partenaires sociaux, pour les syndicats et aussi pour les investisseurs. Benoît. Oui, merci Martial. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la raison d'être de cette question, on est convaincu, y compris syndicalement, que la transition écologique, elle est incontournable et il faut y aller. Mais ce qui est essentiel, c'est comment on s'y adapte et comment on transforme l'ensemble sans casse sociale et dans une appropriation, une acceptabilité sociale. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, les réponses ont tout leur sens. Il y a le côté de la stratégie, et après, face à la stratégie, quels sont ses impacts sur les emplois et les compétences de demain? Et c'est essentiel que ce soit bien vu sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On est donc convaincu qu'effectivement, il y a besoin d'impliquer les organisations syndicales dans les choix stratégiques déjà en amont, et puis après dans l'adaptation des emplois et des compétences pour maintenir l'employabilité des salariés. Et c'est bien dans une logique de responsabilité sociale d'entreprise et dans une vision pérenne d'associer effectivement les parties prenantes à l'adaptation des métiers et des organisations. On a bien vu récemment, et ça rejoint les attentes des investisseurs, on a vu le cas d'Orpea, où il y avait des alertes qui venaient de l'intérieur de l'entreprise qui n'ont pas été prises en compte. Aujourd'hui, c'est comment on intègre aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, sachant que les représentants des salariés, on est acteur du contrôle du respect des trajectoires une fois qu'elles sont définies, sur lesquelles l'entreprise s'engage, et on est aussi au cœur des mises en œuvre, et c'est essentiel qu'on soit associé à cette transition. De ce point de vue-là aussi, pour qu'on soit des acteurs responsables et au bon niveau de réflexion et d'appropriation, il est essentiel qu'une formation dédiée soit aussi mise en place pour les organisations syndicales et notamment les équipes qui travaillent le sujet. Il s'avère qu'effectivement, au niveau des réponses identifiées, sur la stratégie, peu d'entreprises finalement ont associé les partenaires sociaux à la stratégie, c'est bien dommage. Sur l'association concernant les négociations, on voit essentiellement des réponses concernant des négociations sur la mobilité durable ou le télétravail, parfois la prise en compte de critères environnementaux dans les accords d'intéressement, mais pas de sujet pas de réponse concernant les questions de stratégie et négocier les choses de manière beaucoup plus vaste. Sur l'aspect échelle, c'était intéressant de voir au niveau de l'échelle globale, internationale, européenne, à quel niveau ça se traitait. Il y a quelques entreprises comme Safran qui a bien montré que tous les échelons sont bien pris en compte et bien traités dans le cadre des institutions du personnel et au bon niveau. Mais la plupart, effectivement, ne répondent pas de manière précise et satisfaisante sur ces bons niveaux. Et la formation, effectivement, quand on parle formation, les entreprises répondent sur le fait qu'elles forment l'ensemble des salariés à certains sujets de transition climatique et considèrent que les partenaires sociaux doivent s'intégrer dans ces plans de formation. Or, on a bien dit qu'il faut aussi une formation dédiée et des heures de temps qui permettent de bien travailler, de bien être en coopération et en travail commun avec l'entreprise. Puis enfin, sur la loi climat résilience, effectivement, on est loin de l'application réelle de ce qui a été décidé. Les orientations stratégiques sont peut-être aujourd'hui déclinées dans le comité socio-économique, mais le fait de dire que chaque projet doit pouvoir être aussi croisé avec des critères environnementaux et leur impact environnemental, c'est encore
aujourd'hui un vœu pieux. Bref, je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu'à la fois les directions d'entreprise et puis nous, les équipes syndicales, on s'empare vraiment de ces sujets et qu'on les traite à ce niveau-là. Merci beaucoup, Benoît. On va passer à la dernière partie du webinaire et ensuite il y aura la session Q&A. Donc, on va essayer d'être le plus rapide possible pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, c'est un entretien avec la directrice juridique adjointe droit des sociétés et droit boursier de L'Oréal qui nous a fait le plaisir de venir au FIR aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Et merci, Émilie, d'avoir accepté notre invitation pour cette 4e édition de restitution des résultats de la campagne du FIR à l'occasion des Assemblées générales des entreprises du CAC 40. C'est un exercice attendu, je pense, si on se réfère à la présence de nombreux participants. C'est peut-être aussi un exercice redouté parce que j'imagine assez chronophage. Cette année, il y a peut-être pas été dit tout à l'heure, mais on a un peu innové, c'est-à-dire qu'on a envoyé les questions aux assemblées, aux entreprises très en amont par rapport à ce que impose la réglementation, de manière à ce que les questions puissent être répondues. C'est 620 pages, plus de 620 pages de réponses que nous avons reçues. Donc, c'est un gros travail pour les équipes au sein des entreprises et aussi un gros travail pour les analystes. Et donc, on a voulu donner une petite touche de concret en vous invitant à cette restitution. Alors, j'ai une petite série de questions à vous poser pour rentrer un petit peu dans les coulisses, c'est ça un petit peu l'objectif. Donc, comment ça se passe chez vous? Qui reçoit les questions? Comment c'est distribué? Voilà, parlez-nous du quotidien, on va dire, Émilie. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup pour cet événement qui était très enrichissant. Et puis, bravo. Je me rends compte du travail derrière les coulisses, vous aussi. Donc, effectivement, on reçoit vos questions qui sont transversales. Tant sur le pilier, vous l'avez dit, environnement, social et gouvernance. Donc, il n'y a pas une focale particulière. Donc, ça embrasse tous les métiers qui sont impliqués sur le sujet. Donc, ça nécessite un véritable effort de coordination. Alors, cette coordination, on l'assure dans l'équipe au sein de la direction juridique, puisqu'on aide le secrétariat du conseil à préparer les travaux du conseil d'administration, puisque les questions sont adressées au conseil d'administration, qui devra y répondre dans le cadre de l'Assemblée générale. Donc, un vrai travail de coordination. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une coordination contextualisée. Donc, on va identifier la question, identifier quel est le bon expert. Mais voilà, en s'adressant à l'expert concerné en matière environnementale, nos équipes de relations extérieures, etc., on va vous présenter votre démarche, regardez aussi les études que vous avez publiées. Vous avez des études sur la biodiversité, donc c'est intéressant de le joindre. On essaie vraiment de faciliter le travail de nos experts. On essaie aussi de reprendre la documentation publique sur le sujet, ce qui nous permet de mettre en regard finalement la question que vous posez avec les éléments qui sont d'ores et déjà publiés, pour voir s'il y a des choses qui doivent être ajoutées, donc avec un vrai brief pour une vraie demande vis-à-vis de nos experts d'avoir une réponse qui soit précise et circonstanciée, parce qu'on est sur 10 questions avec des sous-questions, 2 voire 4 sous-questions, donc on voit bien qu'il y a un niveau de détail et de concret qui est attendu de votre part. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on essaie d'être, et on n'a pas toujours ce niveau de détail dans nos documentations publiques, donc il faut partir de ça et puis essayer de le compléter. Et puis, c'est un vrai travail de validation aussi, puisque ce sont les réponses du conseil d'administration. Donc, il y a un processus de validation. On va tout relire. Et puis, on va faire relire aussi par les membres du comité exécutif qui sont en charge dans leur domaine respectif, pour après faire valider par notre direction générale et in fine adopté par le conseil d'administration. Donc, effectivement, un travail de longue haleine, mais qui est particulièrement intéressant. Vous l'avez dit, un travail de longue haleine. Tout à l'heure, je parlais de travail peut-être fastidieux aussi. Et au final, donc, concrètement, ça apporte quoi à l'entreprise, ce surplus de travail qu'on vous impose? Alors, on est toujours intéressé par les questions qu'on nous pose.
et sur la façon dont on va poser les questions. Il y a un art de la question. Et on le prend vraiment comme la capacité ou l'opportunité d'aller comprendre les attentes, et là plutôt en matière d'investissement responsable. Quelles sont les attentes? C'est vraiment une prise de pouls, se disant on va interpréter finalement quelle est l'intention derrière la question, qu'est-ce qu'on cherche à avoir, quel est le sujet, la focale qui est adressée. Et c'est en cela que l'exercice est intéressant, parce que ça permet de mettre en perspective avec les attentes de nos investisseurs ou des parties prenantes de manière plus générale, parce qu'on sait que c'est un travail collectif, on ne peut pas y arriver seul, il faut aussi que ça soit appréhendé dans un univers plus global. Donc c'est une opportunité de dialoguer. On le prend comme tel, et c'est en ça que c'est un exercice intéressant. Qui s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée générale, donc c'est aussi structuré vis-à-vis de nos actionnaires, et on se dit, voilà, c'est de l'information qui peut être utile aussi dans ce cadre-là. Alors, on va parler peut-être marge de progrès, hein, c'est-à-dire que je crois que c'est Caroline qui le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on recherche les progrès, si c'est possible, le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez, donc, cette année, intégré donc, des marges de progrès? Alors, on avait noté la question 8, hein, c'est la fameuse question sur la fiscalité, mais il n'y a pas que celle-ci, puis il n'y a pas que L'Oréal, peut-être qu'il pose certaines difficultés pour justement répondre aux attentes, hein, qui sont peut-être des fois un petit peu gênantes. Donc vous avez, voilà, quelles sont les marges de progrès que vous avez déjà identifiées, vous êtes sur le point d'identifier? Oui, bah alors c'est des sujets qui sont les sujets. Donc en termes de pertinence, on est sur les sujets qui sont sur notre feuille de route. Je pense que c'est en cela qu'on arrive à vous apporter un niveau de transparence. C'est parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille et on sait qu'on a encore une feuille de route à adresser à un horizon moyen-long terme. Donc, ce sont des sujets d'amélioration continue. On est ravis d'avoir ce feedback avec la question qui nous est posée, qui nous permet, parce que c'est des sujets qu'on essaie d'adresser de fond, et j'entends que vous aussi, en nous posant tout un panel de questions sur des sujets aussi larges, on essaie d'avancer de front. Et c'est intéressant, finalement, d'avoir ce panel des questions, parce que ça nous permet déjà de maintenir le cap, parce qu'on voit que les sujets sont traités, donc ça nous conforte aussi dans notre démarche. Et puis parfois, on sait qu'on a des conflits d'agenda. Il y a des choses qu'il faut déprioriser, reprioriser. Donc c'est intéressant d'avoir cette prise de pouls dont je parlais tout à l'heure, pour s'assurer qu'on est sur le bon niveau, au bon moment, et qu'on essaie de ne pas perdre le cap. Bon, ce n'est pas notre intention, hein, mais voilà, c'est toujours bon d'être conforté dans sa démarche. J'en profite, juste on fait une petite annonce, hein, c'est-à-dire que assez spontanément, certains émetteurs prennent contact avec le FIR pour avoir des échanges, même suite à ce type de campagne en bilatéral. Souvent, c'est très utile, hein, ça permet effectivement de voir, d'étudier peut-être un petit peu plus finement quelles sont les intentions du FIR, quels sont les angles. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, peut-être pas tous en même temps, mais pas hésiter quand même de solliciter le FIR justement pour avoir ces échanges. Alors, dernière question, si vous aviez des annonces, des conseils, des suggestions, parce que là, derrière les chiffres là, qui montrent le nombre de participants, il y a peut-être des personnes qui sont en train de prendre des notes pour savoir comment répondre à la prochaine campagne qui s'annonce bientôt, hein, de questions-réponses aux assemblées générales du FIR. Donc, qu'est-ce que vous voudriez donner comme conseil? Bon, alors, je n'ai pas la prétention de donner des conseils aux autres, mais c'est vrai que nous, ce qu'on va continuer à faire, c'est d'être bien structuré. Je pense que c'est important pour arriver à répondre, même si vous essayez d'anticiper. Il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il y a derrière cela, parce que même si vous permettez de faire des renvois aux documents d'enregistrement universel, je pense que c'est important, et pour faciliter la vie aussi, le travail d'analyse, d'avoir une approche assez synthétique avec un document autoporteur. Donc ça prend quand même du temps, de la réflexion pour résumer son propos. Donc voilà, pas sous-estimer ce temps de préparation. Et puis, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est certaines régularités sur les sujets. Il y a des nouveaux sujets qu'on ne peut pas anticiper par définition, mais il y a aussi des grandes thématiques qui reviennent de manière récurrente. Et là-dessus, je pense qu'on peut
voilà, subodorer un petit peu quelles seraient voilà, vos nouvelles attentes, même si c'est vrai qu'elles croient d'année en année en termes de tant de transparence que d'exigence. Donc voilà, c'est intéressant de garder le cap et de donner le bon niveau de transparence, ce qui est vraiment un effort continu et vraiment une démarche qu'on essaie d'avoir émetteur, d'apporter le bon niveau d'information, pas noyer le lecteur, mais en même temps arriver à descendre à un niveau de granularité qui est celui qui est intéressant pour faire une analyse voilà, sur l'action. Donc, c'est pas évident, mais on est content hein, du travail réalisé et de l'opportunité d'avoir vos feedbacks. Merci beaucoup, Émilie, de ce témoignage, donc je pense assez utile pour tout le monde, même si les structures des différentes sociétés sont différentes et que par conséquent, l'organisation peut être différente et adaptée, bien entendu. Merci. Donc, je repasse la parole à Justine pour la dernière phase de cette restitution. Ouais. Donc là, c'est la dernière phase où vous pouvez poser vos questions. Donc, soit dans le chat, ou soit si vous souhaitez prendre la parole, levez la main et on vous ouvrira le micro. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. En fait, petite précision, il faut poser ces questions dans le Q&R. Et vous pouvez lever la main, effectivement, si vous voulez poser des questions oralement. Il y a déjà des questions. Donc, je vous propose de les lire tout de suite. Donc, une question de Nolwenn Kazoum qui demande s'il y a des tendances sectorielles observées. Alors, il y a deux questions, la question 1 sur le climat et la question 2 sur la biodiversité, qui sont au moment de l'analyse de la réponse et dans la synthèse traitée par secteur. Mais sur l'ensemble de la campagne, ce n'est pas la façon dont on traite les questions, puisqu'on veut pousser chaque entreprise en tout cas, les mettre en avant toutes et pas seulement un secteur qui englobe plusieurs entreprises à la fois. Mais en tout cas, je vous invite à lire les synthèses de la question 1 et question 2 si vous souhaitiez en apprendre un peu plus sur les secteurs ou s'il y a un secteur en particulier qui vous intéresse. Merci Justine. Il y a une deuxième question de Florian Soenen qui demande s'il est possible de mesurer la baisse des notes en raison seulement de l'intégration des controverses et quelles entreprises ont été les plus pénalisées par cette nouvelle donne. Il demande aussi une appréciation globale de la campagne. Ça, je pense que c'est ce que vous avez développé au début de la présentation et qu'on pourra le retrouver dans la publication, mais si tu veux donner une réponse rapide. Ouais. Alors, l'intégration des controverses, donc elle s'est faite avec le partenariat de Etifinance. On avait accès à leur base de données et sur la base des scores 3 et 4 des controverses, donc c'est-à-dire les controverses qui étaient les plus élevées, donc le risque était le plus fort, on a donné accès, enfin les analystes avaient accès à ces controverses-là et ont choisi ou non de l'intégrer dans leur analyse si ça traitait, enfin si c'était vraiment, ça concernait vraiment la question et si l'entreprise n'avait pas mentionné dans la réponse et que alors que ça nous semblait important. Il y a eu effectivement des baisses de notes d'un demi-point si jamais la controverse était prise en compte. Donc ça a affecté certaines notes d'entreprise et le but c'est de pousser à la transparence et que lorsqu'il y a un sujet en particulier où l'entreprise est impliquée sur une controverse, on souhaiterait qu'elle en parle et elle soit transparente par rapport à celle-ci. Ouais. Voilà, et par rapport à la première partie de la question, l'appréciation globale de la campagne, effectivement, on a passé un petit peu de temps à parler au début, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais globalement, c'est qu'il y a eu une baisse puisque la méthodologie a évolué cette année et que l'exigence des investisseurs a été plus forte cette année. Merci beaucoup. On a aussi une question sur le scénario utilisé pour l'évaluation de l'alignement à un scénario 1,5 degré. Alors, si je comprends bien la question, nous, c'est un scénario scientifique 1,5 degré. On garde effectivement le SBTI, donc celui-ci, mais aussi d'autres instances, mais il faut que ce soit vraiment sur le scénario scientifique de 1,5 degré. C'était
là-dessus que la question 1, on souhaitait pousser les entreprises pour que les exigences de l'accord de Paris soient respectées. Il y a eu aussi plusieurs questions de Lionel Brun, à la fois sur les rachats d'actions et sur l'intégration des partenaires sociaux. Je crois que Benoît a répondu partiellement, du moins, à la question. Si Lionel, tu veux des précisions, n'hésite pas à lever la main. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Et si je peux revenir, parce que là, je vois à l'écran la question de Florian, donc sur les controverses, et on finira peut-être là-dessus, à part si quelqu'un veut prendre la parole ou poser une autre question, qui n'hésite pas. Effectivement, nous, donc, comme on vous l'a dit, on a fait évoluer la méthodologie de la campagne cette année, et donc notamment par l'intervention d'experts externes, aussi l'appréciation de certaines controverses. Mais aussi une appréciation sur le pilier environnemental par la Next Initiative. Et en fait, c'est comme notre exercice, c'est un exercice de transparence. Ça a aussi certaines limites que Caroline Lemot a rappelées en tout début de webinaire. Et le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre, au-delà de la transparence, où vont les entreprises et que cet exercice, il sache aussi faire la part des choses dans ce qu'on nous raconte et ce qui se passe aussi sur le terrain. Après, il y a objectivement très peu d'entreprises qui ont été très pénalisées par rapport aux controverses. On avait regardé. Donc, c'est aussi une manière de le statuer dans le cahier. Mais les notes n'ont pas été drastiquement impactées à cause de cette analyse. Mais en tout cas, elle nous a semblé importante et elle nous a semblé très intéressante. Et on continuera à utiliser cette méthode. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou quelque chose d'autre? Effectivement, le rapport vous sera envoyé dès la fin de la présentation. Je vais mettre le lien dans le chat tout de suite. Exact. Et il y a aussi donc, toutes les réponses des entreprises qu'on consolide dans un seul fichier qui est présent sur notre site internet. Donc, si jamais vous souhaitiez aller regarder certaines réponses, c'est possible de les consulter. Voilà. En tout cas, s'il n'y a pas plus de questions, on souhaite remercier, comme on l'a dit, donc, tous les analystes qui ont participé à la campagne, les experts externes et les partenaires avec qui on a pu travailler cette année. Merci aussi aux entreprises qui ont répondu et à celles qui ont fait l'effort de nous répondre, notamment par sous-question. Comme la méthodologie a évolué, ça aide vraiment les analystes aussi à gagner du temps et à comprendre tous les angles sous lesquels l'entreprise souhaite répondre à la question. Merci à Émilie Thiriet qui est venue aujourd'hui en OFIR pour répondre à nos questions. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous l'adresser par mail ou même si vous souhaitiez en discuter à l'oral, on reste disponible.